Et en fait, ce que je vais essayer de montrer ce soir, d'abord, on va faire un peu un tour d'horizon rapide des commentateurs pour voir qu'il y a vraiment deux directions différentes sur ce que sont les tentes, puis sur ce qu'est le Mikan. Et ensuite, je vais m'attacher à une Gemara, la Gemara de Baba Batra, avec les commentateurs de la Gemara sur le sujet de regarder chez l'autre. Regarder chez l'autre, parler de l'autre, et comment dans la Torah on se situe par rapport au regard chez l'autre, par rapport à la curiosité. Allez-y, Donc, Fabiana. d'abord, comme on commence toujours par Rashi, évidemment. Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Kavenin Zemulze. Il a vu que leurs portes n'étaient pas dirigées l'une en face de l'autre. C'est-à-dire que lorsque les Bnei Israël étaient placés en tant que campement, il y avait donc les tentes de chaque tribu, et la manière dont les tentes étaient placées, alors si on veut imaginer un campement, les Havdil, on imagine dans Astérix et Obélix les campements des Romains avec les dessins où chaque tente est comme ça l'une en face de l'autre, et on s'imagine un peu un campement antique. Mais là, justement, ce que nous dit Rashi, c'est que ce n'était pas comme ça. Lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert, lorsqu'il y avait les tentes les unes à côté des autres, eh bien, ils faisaient attention à ne pas faire une symétrie parfaite. Pourquoi? Pour que la porte de l'un ne soit pas en face de la porte de l'autre, et on le verra dans la Mishnah de la Gemara Baba Batra, pour que la fenêtre de l'un ne soit pas non plus en face de la fenêtre de l'autre. Donc, ça, c'est ce que nous dit Rachid. On va essayer de comprendre un peu plus tard quel est le problème. Quel est le problème d'être face à face avec l'autre? Alors, évidemment, c'est la question de l'intimité qui est mise en avant, dans le sens que quand on habite dans un endroit, eh bien, on a envie de préserver une certaine intimité. C'est vrai que lorsqu'on est en immeuble, on vit toujours plus ou moins avec les voisins. Et même lorsqu'on est en maison, eh bien, il y a toujours le voisin d'à côté. Si c'est un immeuble qui est à côté de la maison, il y a aussi l'immeuble qui va avec les étages surélevés qui vont regarder dans le jardin et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'une des choses que l'on cherche lorsqu'on cherche à habiter quelque part, c'est être tranquille. Comment est-ce que je vais être tranquille, ne pas avoir de vis-à-vis, ne pas vivre toujours les uns sur les autres. Et donc là, ce qui a frappé Bilham, donc Bilham est épaté lorsqu'il voit ça, il dit incroyable, ils arrivent à vivre tous ensemble, donc quand même 600 000 juifs, 600 000 hommes juifs, sans compter les femmes et les enfants. Donc, ils sont tous serrés comme ça dans un campement. Et malgré tout, ils arrivent à préserver une intimité, chacun dans sa maison, chacun dans son foyer. C'est ce qui marque vraiment Bilham. Donc ça, ici, les tentes qui sont magnifiques, qu'est-ce que c'est? C'est l'intimité d'Israël. C'est la première lecture, la lecture de Rachi. Ensuite, il y a une autre lecture qui se trouve également une deuxième lecture classique chez les commentateurs, le Sforno notamment, que j'ai noté, mais il y en a d'autres également, qui disent que dans la tradition juive, la tente, qu'est-ce que c'est? La tente Oel Yaakov, mais c'est évidemment la tente de la Torah. Qu'est-ce que faisait, comment s'appelait Yaakov? Yaakov, il s'appelait Ishtam Yoshev Ohalim, un homme tam, entier, simple, parfait, qui s'assoit dans la tente. Et qu'est-ce qu'il fait dans la tente? Eh bien, il étudie la Torah. Il étudie la Torah dans la tente de Shem, dans la tente de Ever. Donc ça, c'est la deuxième chose, le deuxième point. Et ça aussi, donc d'après le Sforno, c'est ça qui est pas de Bilham. Incroyable. Ils sont dans le désert, et qu'est-ce qu'ils font dans leur tente? Alors dans le désert, on est stressé, en plus ils sont dans le voyage, et donc ils vont arriver en Eretz Israël, et il y a des ennemis, il y a des armées devant eux. Ben, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient dans la tente et ils étudient la Torah, Yomam Balaïla, jour et nuit. Et ça épate complètement Bilham, c'est ce qu'on dit dans le schéma Israël, où baderer, et quand tu marcheras dans le chemin, eh bien, tu étudieras la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs épatant dans toute l'histoire juive lorsqu'on lit la biographie des Gdolim, lorsqu'on lit la biographie des grands maîtres d'Israël, quels qu'ils soient, où qu'ils aient vécu, en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, mais même auparavant,
en Eretz Israël, à Babel, en France au Moyen-Âge, on a des commentaires immenses qui sont écrits sur la Torah. Et quand on regarde leur vie, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là? Eh bien, ils partaient d'un endroit à un autre, ils fuyaient un pogrom, ils fuyaient une persécution, et donc ils se déplaçaient d'un endroit à un autre. Et malgré tout, ils trouvaient le temps d'écrire. Lorsqu'on lit la biographie, par exemple, de Don Yitzhak Abrabanel, je pense que c'est l'exemple le plus frappant, parce qu'il a été forcé de quitter l'Espagne à la fin du XVe siècle, au moment de l'Inquisition. Il n'a même pas été forcé, puisque la reine et le roi de l'époque lui avaient demandé de rester à lui avec un minyan en Espagne. Et lui-même, Don Yitzhak Abrabanel, il a préféré partir, s'éloigner donc au Portugal, et ensuite il partira en Italie avec sa communauté. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Il écrit et il étudie la Torah. Hein, là, Bilham, lorsqu'il voit ça, il est épaté. Matevu ou Alecha Yaakov. Quelles sont magnifiques ces tentes de Yaakov. On étudie la Torah en faisant fi du monde extérieur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on étudie la Torah. Et la deuxième partie du verset, Mishkenotera Israël. Donc le Mishkan, la demeure dans laquelle on va faire résider Akadosh Baruch Hu. Le Mishkan qui est l'ancêtre du Beth Amikdash, qui va aussi se déplacer, il va arriver il est dans le désert tout d'abord, puis ensuite il arrive à Shiloh en Eretz Israël, et il va encore passer par plusieurs étapes avant de se muer en le Beth Amikdash à l'époque de Shlomo Amelech, l'emplacement étant trouvé par David Amelech, le roi David, puis ensuite Shlomo Amelech qui va construire le Beth Amikdash. Et là, Rashi, il a un commentaire qui est très surprenant. Il nous dit, qu'est-ce qui sont beaux tes mishkan, tes temples, af keshen rachevin, même quand ils sont détruits. Incroyable. Le Beth Amikdash, il est beau, il est magnifique. Alors, on s'attend à ce que l'on parle de la majesté du temple construit par Shlomo Amelech, comme c'est décrit dans Kohelet, notamment avec un faste somptueux. Non, c'est pas ce que dit Rashi. Rashi dit qu'est-ce qu'ils sont beaux, même quand ils sont détruits. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau à voir le temple d'Israël, l'endroit de la Kedusha, de la sainteté par excellence qui est détruit. Ce qui est beau, ce n'est pas la destruction. Ce qui est beau, c'est l'édification. Mais la destruction, qu'est-ce qu'il y a de beau à cela? Et en fait, on peut comprendre cela. D'ailleurs, on approche un dimanche prochain, comme vous le savez, c'est le 17 Tammuz. Donc, on va arriver dans les 3 semaines et on va parler évidemment beaucoup de la destruction du Beth Amikdash. Il y a un passage de la Gemara qui est magnifique où on dit à Kadosh Baruch Hu, finalement, la destruction du Beth Amikdash, c'est du chesed. C'est du chesed, c'est un acte de bonté qu'il a fait envers Israël. Pourquoi? Parce que la destruction du Beth Amikdash a été provoquée par les fautes des Bnei Israël. Donc la logique aurait été de s'en prendre directement aux Bnei Israël. Mais il a préféré déverser sa colère sur le bois et les pierres. Le bois et les pierres, c'est-à-dire sur la construction, sur du matériel. Et en cela, on dit c'est magnifique. C'est magnifique parce que le temple, le Mishkan, le Beth Amikdash, même lorsqu'il est détruit, il reste quelque chose de beau, c'est qu'il est détruit dans l'espoir de la survie d'Israël, pour qu'Israël puisse survivre. Et ça, donc, c'est porteur d'espoir. On pense évidemment à la fin de la Gemara Makot, à Rabbi Akiva, qui est avec les autres Tanaïm, avec ses autres collègues Rabbanim, et qui se trouve devant les ruines du Beth Amikdash. Tout le monde se met à pleurer et à faire comme la halakha l'exige, la kriya, la déchirure de l'habit devant le Beth Amikdash qui est détruit. Et Rabbi Akiva, lui, il rigole. Il rigole, et ses collègues lui disent, mais Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Et il leur répond, je rigole parce que si la prophétie de la destruction du Beth Amikdash est accomplie, ça veut dire que la prophétie des vieilles personnes, des vieilles dames et des vieux monsieur et des enfants qui se réjouiront auprès du Beth Amikdash, elle aussi, elle s'accomplira, et que le troisième Beth Amikdash sera reconstruit, Bimera Veyamenu. Donc, ça, c'est l'espoir. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, lorsqu'on comprend comme ça ce que dit Rashi, on comprend pourquoi Bilam est épaté. Il dit, mais qu'est-ce que c'est magnifique, ce peuple d'Israël,
qui arrive à rester dans l'espoir, qui arrive à rester dans la simra, alors que même le cœur de la vie juive est détruite. Le cœur de la vie juive est mis de côté, le Beth Amikdash, ben malgré tout, ils arrivent à continuer à étudier la Torah. Malgré tout, ils arrivent à continuer à avoir de l'espoir. C'est vraiment l'espoir. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Donc, Bilam, il est épaté. Il est épaté par rapport à ça. Vous voyez comme quoi, des fois, on va avoir plusieurs commentateurs ce soir, mais des fois, les commentaires les plus profonds sont simplement, entre guillemets, dans le Rashi sur le Chumash. C'est pour ça que dès qu'on apprend la Torah aux enfants, la première chose qu'on les apprend à étudier, et pendant longtemps, pendant plusieurs années, on ne fait que du Chumash avec Rashi. Et connaître Rashi sur le Chumash, c'est une profondeur qui est exceptionnelle. Des fois, on se dit, bon, Rashi, on connaît, mais il faut s'arrêter sur chaque commentaire de Rashi et sur la profondeur qu'il y a dans les commentaires de Rashi. Je prends maintenant la Gemara. Donc, je suis dans la Gemara Baba Batra, à la page 60. C'est un passage assez court. Au début, c'est une Mishnah qui parle d'un sujet de halacha, donc les lois, on va dire, de voisinage. Il y a comme ça, dans le Rambam, dans le Mishneh Torah, il Rochenu, dans le Shulchan Arour également, ce sont des lois qui se trouvent, qui sont d'actualité. Et donc la Mishnah nous dit, un homme ne doit pas ouvrir sa cour, lorsqu'un homme est dans une cour, les Chatser Ashutafin, dans laquelle il y a plusieurs petites maisons qui sont associées les unes aux autres, il ne doit pas ouvrir sa pétard, sa porte, Keneged pétard, par rapport en face de la porte de l'autre. Donc il ne doit pas placer la porte en face de la porte de l'autre. Vechalon keneged chalon, ni la fenêtre en face de la fenêtre. Donc c'est ce que dit la Mishnah. Rashi dit, et là Mashu Yachik Ze, il doit s'éloigner chez le keneged Ze pour ne pas être en face de l'autre. On va construire un kibbutz, on va mettre en place un quartier juif, on va installer des maisons. Et attention, il ne faut pas être trop proche les uns des autres. On peut être proche dans le cœur. Dans le cœur, il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas être trop proche, habiter l'un à côté des autres. On doit s'éloigner un peu. Vetam, nous dit Rashi, Mishum Sniout. Comme ce sera expliqué dans la Gemara. En raison de la Tsniout. C'est quoi la Tsniout? La Tsniout, c'est un concept qui est que vous allez me dire, on connaît toute la Tsniout. La Tsniout, c'est mettre des robes longues avec des mesures, avec un col qui n'est pas profond, qui est au niveau du cou, avec des manches qui dépassent les coudes, avec des jupes qui descendent en dessous des genoux une fois qu'on est assis. On connaît la Tsniout. Mais la Tsniout, c'est beaucoup plus que ça. La Tsniout, c'est une manière d'être discrète, dans la discrétion. Ça veut dire qu'un homme, par exemple, qui crie dans la rue, il n'est pas dans la Tsniout. Si on se met à parler fort, à crier, à gesticuler dans la rue, de manière à ce que les passants se retournent sur nous, on n'est pas dans la Tsniout. La Tsniout, ça dépasse. Il y a des lois vestimentaires dans la Tsniout, mais la Tsniout est un concept qui va beaucoup plus loin que les lois vestimentaires. C'est la manière de ne pas attirer le regard des autres sur soi-même. Sanoa, ça veut dire cacher, en réalité. Comme on dit, vivons pour vivre heureux, vivons cachés. Pas trop se faire voir, pas trop se mettre en avant. Et un id, un juif, il sait être discret. Il sait savoir se garder évidemment son identité de juif avec une kippa, avec une barbe, avec des tzitzit. Pour les femmes, avec le kissouille roche, avec la tête couverte, avec des habits tsniout, évidemment. Mais en même temps, le faire dans une certaine discrétion, sans montrer qu'on est là pour imposer un code vestimentaire. Et ce n'est pas pour critiquer, car je ne suis jamais dans une démarche de critique, mais ce qu'on a vu à l'époque, il y a quelques années, peut-être 3, 4, 5 ans, les débats qu'il y a eu en France par rapport à la burqa, par rapport au voile intégral.
qu'on avait vu chez les musulmans. Et finalement, lorsqu'on regardait un peu les articles, lorsqu'on voyait les scandales qu'il y avait à côté de cela, on disait en fait, ce concept-là n'est pas un concept qui est juif. C'est pas un concept de tsniout, c'est-à-dire, par exemple, revendiquer une piscine que pour les femmes. À l'époque, elles voulaient se baigner, rentrer dans la mer avec la burqa. Le simple fait de revendiquer en mettant en avant les juifs, on n'est pas dans la tsniout. Jamais de la vie, on va voir une communauté juive faire un scandale sur les réseaux sociaux en disant c'est un scandale, nous n'avons pas des heures de piscine séparées pour les femmes juives. Endavar kazé. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Non. La tsniout, c'est quelque chose qui se vit dans la discrétion. Discrétion dans les habits, mais discrétion dans l'attitude, dans la manière d'être, dans la manière de parler. Donc, lorsque on a une tente, lorsqu'on a une habitation, eh bien, le voisin n'a pas à savoir ce qui se passe chez moi. Et moi, je n'ai pas à savoir ce qui se passe chez le voisin. Et si jamais je passe, par exemple, chez moi, au niveau des toilettes, entre les toilettes et la salle de bain, il y a une colonne de plomberie, de canalisation. Et à ce niveau-là, on entend plus ou moins la voix des voisins. Donc, je ne dois pas aller, si j'entends en passant par là une voix, je ne dois pas rester là pour écouter qu'est-ce qui va se dire. Ça ne me regarde pas. À moins d'être discret vis-à-vis de mes voisins et à moins d'être discret dans mon rapport aux autres. Je n'ai pas à m'intéresser à la vie des autres. Et c'est ça cette idée ici de tsniout. Et évidemment, il y a le sens premier. Le sens premier, c'est qu'en ouvrant la fenêtre, en ouvrant la porte, on n'a pas à voir l'intimité de la famille. L'intimité de la famille, c'est quelque chose de personnel. Ce qui se passe chez moi ne regarde pas les autres. Ce qui se passe chez les autres ne se passe pas, ne me regarde pas. Si à la maison, eh bien, on a envie de se préparer, de mettre une petite piscine l'été sur le balcon pour les enfants, ça ne regarde pas les voisins, donc on doit le faire dans la discrétion. Dans la Gemara, eh bien, ce qu'on va nous dire justement, c'est que tout ça vient de Bil'am. Tout ça vient de Bil'am, et il a dit Bil'am, rajoute la Gemara par rapport à ce que dit Rashi. Comme Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, donc Vayasen Bilam et Enav, Bilam a mis ses yeux, Vayer et Israël Shochen Nishvatav. Il a vu les Juifs qui résidaient par tribu. Mara, qu'est-ce qu'il a vu? Ra Sheen Pitre Aolehem Mekavenin Zelazé. Il a vu que les portes des uns n'étaient pas en face des portes des autres. Amar, il a dit Reuin Alelu Shetishre Alehem Shrina. Ceux-là, ils méritent que la Shrina repose sur eux. Et vous savez ce qui est fantastique, c'est que toutes les bénédictions de Bil'am étaient en réalité des malédictions. Et toutes les malédictions dans l'histoire, eh bien, elles se sont malheureusement retournées comme des malédictions. Sauf une, celle-là. Matovu o Alecha Yaakov. Ça s'est jamais transformé en malédiction. C'est toujours resté malgré lui. C'est l'humour juif. L'humour juif, c'est ça. Bil'am, il pensait maudire Israël, et finalement, il trouve faire la bracha la plus belle qui n'a jamais existé sur Israël, Matovu o Alecha Yaakov. Et la Shrina, elle réside là où il y a la Tsniout. Et c'est ce que dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans ses Hidushim sur Baba Batra, il nous dit cela. Pourquoi spécialement ici? Pourquoi spécialement cette bénédiction ne s'est pas transformée en malédiction? Parce que ici, il y a la Shrina. Où réside la Shrina? La Shrina, la présence divine, elle réside là où il y a de la Kedusha. Quel est l'inverse de la Kedusha? Les Harayot, les relations interdites. Et donc, la Tsniout, c'est la première barrière aux relations interdites. Ne pas regarder chez l'autre. Comme il est dit dans le verset dans Arachemot, ou dans Kedushim plutôt, rattraper la carence de l'intérieur par l'extérieur. Si on arrive à mettre l'accent sur l'intérieur, sur la pnimout, sur l'intérieur, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est capable de faire le lien avec l'intérieur par excellence qui est Akadosh Baruch Hu, qui est la Shrina. On est capable de faire résider la Shrina parmi nous.
C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le Mishkan. Et Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Ils me feront un Mikdash, un sanctuaire, et je résiderai non pas dans le sanctuaire, mais je résiderai parmi eux. À partir du moment où on arrive à faire une place pour Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu rentre comme si Kaviarol, il rentre en nous. On lui laisse une place, c'est l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est donc un peu l'interprétation du commentaire du Maharal de Prague. Et j'ai lu un autre commentaire, très intéressant également, qui propose 3 idées. Donc je vais le faire. Ça s'appelle le Meor Vachemesh. Je trouvais ça dans un commentaire, dans un kibbutz, Kobetz, qui s'appelle Daf al Daf sur la Gemara. Il dit 3 idées. La première idée, c'est une idée qui est connue, c'est le Aïn Hara, le mauvais œil. Pourquoi ce placement des maisons par rapport au mauvais œil? Ne pas mettre l'œil à l'autre. Et il y a comme ça plusieurs textes de la Gemara qui ont des incidences dans la halacha où on nous dit attention, toujours dans les lois sur le voisinage, attention à ne pas se mettre dans une position où on va montrer quelque chose à l'autre et l'autre va nous mettre l'œil. C'est quoi l'œil? Le Aïn, il y a plusieurs explications. On parle de Ezek Reya dans la Gemara. Ezek Reya, littéralement, ça veut dire le dommage qui est causé par l'œil. L'œil peut faire un dommage de plusieurs manières. L'œil peut faire un dommage tout d'abord parce qu'en voyant, on ne voit pas tout. On regarde chez le voisin, on regarde une scène, on voit une scène, on imagine quelque chose. Imaginez, on voit des enfants qui sont en train de jouer, le père qui joue avec les enfants à la guerre, et ils sont tous en train de crier les uns les autres, en train de chahuter, et le voisin qui regarde dit « Ouh là là, quelle catastrophe cette famille, ils se tapent les uns les autres, le père il bat les enfants ils hurlent. » Non, ils sont pas en train de hurler. Ils sont en train de hurler, oui, mais parce qu'ils s'amusent. Donc, regarder chez l'autre, qui dit regarder, c'est interprétation. Et laisser le regard de l'autre pénétrer sur soi, c'est laisser l'interprétation se faire. Je me rappelle une fois, il y a une dizaine d'années, j'avais une fille qui avait des grosses crises de ventre, mais vraiment très grosses crises de ventre, avec des hurlements. Et elle hurlait, et j'ai un voisin qui passe la tête par la fenêtre et qui commence à m'insulter de tous les noms. Il dit, mais c'est pas normal. Mais de quoi tu te mêles? Pourquoi tu regardes chez moi? Bon, ça fait du bruit. Mais là, je dis, excusez-moi, monsieur, excusez-moi de faire du bruit. J'ai ma fille qui souffre, qui est très mal. Et je lui ai donné un médicament. Et là, je suis en train de voir si je ne vais pas l'amener aux urgences. Mais dès qu'on regarde, eh bien, on extrapole. On interprète et on extrapole. Il y a d'autres explications sur le Aïn Hara. Mais celui qui avait le mauvais œil, l'œil le plus mauvais, c'est qui? C'est Bilham. Bilham, c'est cet œil-là. Il va regarder tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de beau chez Israël pour essayer de trouver la faille, pour essayer de trouver le problème. Parce que Bilham, il n'a rien dans sa vie. Bilham, son compagnon, c'est une ânesse. C'est quelqu'un qui a rien, il n'est pas heureux. Ce n'est pas un monsieur qui est heureux. Il veut de l'argent pour avoir de l'argent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec, il n'est pas heureux. Donc il va regarder tout ce qui est beau chez Israël pour derrière trouver la faille, pour derrière trouver la critique. Et donc il dit le Maor Vachemesh, en plaçant les maisons de cette manière-là, ça a constitué une protection contre le mauvais œil de Bilham. Et c'est pour ça que Bilham n'a pas pu les avoir sur ce plan-là de la tsniout, sur ce plan-là de la pureté dans la famille, parce qu'il n'y avait aucune manière pour lui de voir ce qui s'est passé. Donc il dit Matovu alera Yaakov, qu'est-ce qu'il espère? Il espère que grâce à son œil, il va voir à l'intérieur des choses mauvaises, mais il ne peut pas voir. Pourquoi il ne peut pas voir? Parce que les Bnei Israël se protègent
se protège du regard extérieur. Donc c'est une première idée que va donner le Maor Vachemesh, placer les maisons de telle manière à se protéger du Aïnara, à se protéger de l'œil extérieur. Et nous aussi, évidemment, on doit faire attention à cela. Il y a des manières d'être, il y a des manières de nous comporter. On n'a pas forcément besoin, c'est pas forcément nécessaire que les voisins sachent ce qui se passe chez nous, et ainsi de suite. En plus de cela, l'œil, il est trompeur. L'œil, c'est le trompeur par excellence. Parce que très souvent, lorsqu'on connaît quelqu'un de loin, on a l'impression qu'il a une vie magnifique par rapport à nous. C'est quelque chose qui arrive, on imagine combien de fois ça nous est arrivé, je pense qu'on est tous dans ce cas-là. On voit quelqu'un qui a l'air bien, qui a l'air heureux dans sa vie, on se dit, ah, qu'est-ce qu'il est heureux, qu'est-ce qu'il est bien, ah, sa voiture, sa maison, ah, lui, il n'a pas les problèmes que j'ai. Oh, si on allait dans sa maison, si on allait chez lui, si on savait les problèmes qu'il a, on a tous nos problèmes, on a tous des difficultés, mais comme on est absorbé par nos difficultés et qu'on voit les autres uniquement de l'extérieur avec notre œil, qui est le plus grand chakran qui existe, le plus grand menteur qui existe, on se rajoute à notre malheur en regardant les autres. Parce qu'on se dit, oh là là, ils ont une belle vie alors que nous, qu'est-ce qu'on galère? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai la plupart du temps, c'est pas vrai. Remarquez-le, malheureusement, le gros problème de la communauté, mais le gros problème dans le monde entier, les divorces. Combien de fois on est surpris en entendant quoi? Eux, ils divorcent? Jamais j'aurais imaginé, on les imaginait heureux, on les imaginait bien, mais non. Malheureusement, tout le monde a ses problèmes. Donc, ça ne sert à rien de regarder ce qu'il y a chez l'autre. Parce qu'on voit uniquement la partie émergée de l'iceberg. Et donc, il vaut mieux de ne pas du tout regarder. Il vaut mieux de ne pas du tout regarder, ça évite de mettre ce Aïnara, ce mauvais œil. Deuxième idée que dit le Maor Vachemesh, j'aime beaucoup cette idée-là. Il dit qu'il plaçait les maisons de cette manière-là pour ne pas qu'on voit qui était un tzaddik et qui était un rachat, qui était juste et qui n'était pas juste. Pourquoi? Parce que comment ça se passait dans le désert quand ils voulaient manger? La paracha, on en a encore parlé dans la paracha de Chukat, quand ils voulaient manger, c'était la manne. Il y avait la manne qui tombait. Vous connaissez le Midrash qui expliquait comment la manne tombait. En fonction du degré de tzidkout, en fonction du degré de piété de la personne, elle tombait plus ou moins loin. Donc celui qui était tzaddik, la manne, elle tombait à sa porte. Celui qui était Beinoni, celui qui était moyen, la manne tombait un peu à l'extérieur du camp. Et celui qui était rachat, elle tombait beaucoup plus loin. Il devait partir avec des kélim, avec des ustensiles pour aller chercher la manne. Donc, si maintenant chacun voit ce qui se passe chez le voisin, ils vont voir comment il se comporte vis-à-vis de la manne. Est-ce que tous les matins, il ouvre la porte de chez lui et boum, il a le repas Uber qui arrive directement, la manne, bam, devant chez lui? Est-ce que non, il doit sortir du camp et il revient avec un petit sac? Ou est-ce que non, il doit aller avec tous ses ustensiles pour chercher, pour cultiver, etc., pour ressortir la manne? Donc, on ne voulait pas que ça se passe comme ça. Si quelqu'un est un rachat, ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un a, certaines fois, oui. Certaines fois, évidemment, si c'est quelqu'un qui cause du mal aux uns et aux autres et qui risque de me porter préjudice, là, il y a des halachot, là, il y a des dinim, effectivement. Si c'est pour se protéger soi-même ou protéger les autres, on doit, dans certains cas, et après avoir posé la question à un rave, informer les personnes concernées. C'est vrai, dans la halacha. Mais en dehors de ça, si je ne suis pas concerné directement, s'il n'y a pas de risque de danger vis-à-vis de l'un ou de l'autre, alors à ce moment-là, Maïr Patli, qu'est-ce que ça peut me faire? Ce n'est pas mon problème. On ne doit pas chercher à regarder quel est le degré de l'un ou de l'autre dans la pratique. Si ça a une incidence sur moi, à ce moment-là, oui, je dois regarder. Mais si ça n'a pas d'incidence sur moi, si ça n'a pas d'incidence sur mes enfants, si ça n'a pas d'incidence sur mes proches, Maïr Patli, qu'est-ce que ça peut me faire?
Et c'est ça, c'est ce qu'ils faisaient les Bnei Israël. Ils écartaient leurs tentes, ils écartaient leurs portes, ils écartaient leurs fenêtres pour ne pas se trouver dans une situation où on va juger l'autre. Parce qu'on n'est pas des juges. Les juges, il y a un beddin pour le juge. Il y a un beddin, il y a un problème, il y a un beddin qui va juger. Si ce n'est pas un problème qui se règle devant le beddin, il y a le dayan des dayanim, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est lui-même qui juge à sa manière de juger. Mais nous, déjà qu'on s'occupe de nous-mêmes avant de nous occuper des autres, c'est la première chose. Mon fils, il a fait dans une des drachot de Bar Mitzvah, il a fait sa Bar Mitzvah au mois d'avril. Et une de ses drachot de Bar Mitzvah, il avait la paracha Rachemot Kedoshim, c'était sur Orear, Toriar et Amitera. Tu dois réprimander ton ami. Mais il a ramené le commentaire du Malbim qui donne tellement de conditions avant de faire une réprimande qu'on remarque qu'en réalité, c'est quasiment impossible de faire une réprimande. Et il a conclu sa dracha en disant, finalement, lorsqu'on voit toutes les conditions qu'il y a pour faire une réprimande, on se rend compte qu'en réalité, avant de regarder comment les autres font, il vaut mieux s'occuper de soi-même, comment on fait soi-même. Donc, c'est la première chose. C'est la deuxième idée du Maor Vachemesh, pour ne pas qu'on voit qui est le rachat, qui est le tzaddik. Et il donne une troisième idée, une dernière idée. Après avoir dit cette idée, je passerai à des petites questions pratiques de Halacha, parce que je trouve ça intéressant lorsqu'on a un cours comme ça de pensée qui nous stimule, de donner également des lois pratiques, des halachot pratiques. Que dit le Maor Vachemesh, c'est personne ne va regarder chez l'autre comment il se comporte dans sa avodat Hashem, comment il fait les mitzvot. C'est pas la même idée que la précédente. Ici, le problème, l'enjeu, c'est pas de juger, c'est pas ça. L'enjeu, c'est avoir sa personnalité dans la Torah et les mitzvot. Dans le sens, je ne veux ne pas regarder, ne pas être collé à l'autre pour ne pas être tenté d'imiter l'autre dans sa manière de pratiquer les mitzvot. Et finalement, je vais pratiquer parce que lui, il pratique. Et donc, si je vois qu'il fait les Tilat Yadayim de cette manière, je vais faire les Tilat Yadayim de cette manière. Si je vois qu'il met un chapeau, alors je vais mettre un chapeau. Si je vois qu'il étudie tel sefer, tel sujet, moi je vais étudier le même sujet que lui. Alors là, on nous dit, le Morva Shemesh, il dit non, justement, les Bnei Israël voulaient que chacun garde sa personnalité dans la Torah. Cette idée, elle est importante. On dit souvent Torato. Sa Torah. Torato, c'est Torah Tachem. Mais la Gemara, je crois que c'est dans la Gemara Gittin, j'avais fait il y a plusieurs années, qui développe également un sujet. Dans Torato, c'est également notre Torah. On a chacun notre Torah. Ça ne veut pas dire qu'on doit inventer des nouvelles lois, Chazve Shalom, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on doit avoir sa personnalité dans la Torah. On doit pratiquer parce qu'on sent qu'on pratique. Si je veux mettre un chapeau, c'est parce que je sens que j'ai besoin de mettre un chapeau et que je me sens bien comme ça dans ma avodat Hashem. Si je veux faire tel khumra, si je veux faire telle attitude supplémentaire dans la halacha, c'est parce que je sens que c'est bien pour moi. Mais si je fais cela juste pour imiter le groupe, à ce moment-là, on s'écarte. Si je fais cela juste pour imiter le groupe, eh ben, je n'ai plus une avodat Hashem personnelle. Et ça, on doit l'enseigner aussi à nos enfants, leur apprendre qu'on a un lien personnel avec Hashem, on n'est pas dans l'imitation. Et donc, les Bnei Israël, à l'époque du désert, ils mettaient leur tente justement de manière à ne pas avoir la tente l'un en face de l'autre, pour que chacun il puisse avoir sa relation personnelle avec Akadosh Baruch Hu et qu'il ne soit pas dans l'imitation de son voisin. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui dans la communauté, dans la Keïla, c'est important de le dire. La Keïla, le principe communautaire, c'est quelque chose de très important, mais qui dit communauté ne veut pas dire identité, identification, s'identifier à l'autre. Au sein d'une communauté, il y a des personnes de sensibilité différentes et chacun doit se sentir dans sa Torah. Lorsqu'il s'agit de l'étude de la Torah, par exemple, il y a des personnes qui vont être portées vers la chassidoute, il y a des personnes qui vont être portées vers le moussar, il y a des personnes qui vont être portées vers l'étude du Tanakh, de la Bible, un peu plus. Et donc, la Gemara, elle dit de la Gemara Avodah Zara, Adam lomed mashilibu chafetz.
Un homme, il doit étudier ce que son cœur désire. Ça veut dire on doit avoir une identité, on doit se sentir bien dans la Torah qu'on étudie. Et on ne doit pas regarder qu'est-ce qui se passe chez l'autre parce qu'on n'arrive pas à avoir une personnalité propre. Non. Ce qui se passe chez l'autre, c'est ce qui se passe chez l'autre. Sa manière de pratiquer la Torah, c'est sa manière de pratiquer la Torah. Si je peux apprendre de cela pour mieux pratiquer, alors oui. Mais si j'ai besoin de voir comment fait l'autre pour être le même que lui, non. Je dois apprendre par moi-même. Voilà donc quelques idées sur cette Gemara de Baba Batra et sur ce texte, sur ce Rashi de Matovu ou Alera Yaakov, cette idée d'éloigner les fenêtres les unes des autres, les portes les unes des autres. Et donc, pour conclure, je vais vous donner 2-3 halachot, 2-3 lois pratiques qui sont rapportées notamment dans le Rashuké Remed de Rav Silberstein, qui est un commentaire où il parle de la halacha liée à la page de la Gemara traitée. Donc, lorsque on a un voisin qui a un champ qui va être bekomata, ça veut dire avec les récoltes qui poussent et c'est Baruch Hashem, Bliaïnara, Bébé Shefa, une belle récolte. On n'a pas le droit de se tenir chez soi, de regarder à travers le mur pour regarder les récoltes de l'autre, les belles récoltes de l'autre. Et ça, la Gemara appelle ça Ezegreia, c'est interdit. Ça s'appelle causer un dommage à l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il ait des bonnes récoltes ou qu'il n'ait pas des bonnes récoltes? C'est ce qui se passe chez lui. Donc, si je commence à regarder ce qui se passe chez lui, c'est qu'il va y avoir un peu d'envie, un peu d'ennui aussi. Mais j'envie un peu ce qu'il y a chez lui. Une fois, j'avais une assemblée générale de copropriétaires et il y avait une voisine. J'ai une voisine parce qu'elle n'a pas de mari, elle est seule avec ses filles au rez-de-chaussée. Moi, je suis au 2e étage, qui changeait sa petite terrasse pour mettre de la fausse pelouse dessus. Et donc, il a été posé la question au conseil syndical, est-ce que les voisins sont d'accord qu'elle fasse ça chez elle? Le syndic, il a dit, il faut demander ça avant tout à M. Gertman, puisque c'est lui qui a la vue de son balcon chez elle. Et je leur ai répondu, mais vous croyez que je passe mes journées à regarder en bas chez ma voisine, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Maïr Patli, qu'est-ce que ça peut me faire qu'elle ait un jardin? Je suis content pour elle. Si elle veut refaire son jardin, qu'elle refasse son jardin. Mais je ne vais pas rester de mon balcon à regarder comment ça se passe dans son jardin. J'ai d'autres choses à faire, au Hachem. J'ai d'autres préoccupations dans la vie. Donc, on n'a pas le droit de se tenir de son balcon et de regarder dans le balcon du voisin. C'est assourd. C'est interdit. On doit préserver l'intimité du voisin, qu'il soit juif ou qu'il ne soit pas juif. On ne doit pas faire ça. Et de même, comme évidemment, on ne doit pas mettre un mirchol, on ne doit pas faire trébucher les autres. Que lorsqu'on a des voisins juifs, on doit faire en sorte, si on a une petite terrasse, un petit balcon, de mettre un petit store, pas un store, mais qu'on appelle ça quelque chose qui se baisse comme ça, pour que l'autre ne regarde pas chez moi, dans le sens que je ne dois pas tenter l'autre non plus à regarder chez moi. Une autre question que pose le Rachoutou, ça c'est un point directement dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, une halakha claire et nette. Maintenant, une halakha que soulève le Rachouké Remed, lorsqu'il y a un malade dans un brancard qui est amené vers l'ambulance, est-ce qu'on a le droit de regarder le malade? Et il répond non. On n'a pas le droit de regarder le malade dans le brancard, pour plusieurs raisons. D'abord, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es médecin? Si tu es médecin et que tu penses que tu vas aider, alors oui, tu peux regarder. Mais si tu n'es pas médecin, qu'est-ce que ça va changer à l'état du malade que tu le regardes? Ça, ce n'est pas la raison la plus grave. Mais que lorsque quelqu'un est allongé dans un brancard, en général, ce n'est pas les meilleurs moments de sa vie. Ce n'est pas le moment où on est le jeune premier, on va à la fête de la bar mitzvah du petit-neveu, on s'est mis le super costume. En général, on est allongé, on est souffrant,
on n'est pas bien. En fonction de la gravité, on n'est pas bien. Donc, quand les gens nous regardent comme ça, quand celui qui est dans l'ambulance, eh bien, on risque de provoquer une honte à celui qui est dans le grand cadre. Donc, on ne doit pas regarder. Et Rav Zilberstein dit quelque chose de magnifique. Il dit, si tu vois quelqu'un qui est dans un brancard, pourquoi tu regardes? Tu t'arrêtes, tu prends un livre de Tehillim et tu fais un Tehillim pour lui. Tu pries pour ça, tu pries pour ses fois chez les mains. Ça, c'est vraiment l'actualité. Et ça rentre complètement Matovu Alecha Yaakov. Aujourd'hui, on est dans un monde barminan où, lorsqu'il y a une agression à la rue, qu'est-ce que font les gens? Ils prennent leur téléphone, ils filment l'agression. Chez Mishmor, dans quel monde on est? Ils voient une agression, ils prennent le téléphone et ils filment l'agression. Mais évidemment qu'une mitzvah d'aider l'otamod al-dam reira ne te tient pas sur le sang de ton prochain. Il y a une mitzvah, une obligation, non-assistance à personne en danger. Alors aujourd'hui, on est choqué par cela et je sais bien que nous-mêmes, on ne le fait pas. Personne ici ne le fait. On ne va pas s'amuser à filmer quelqu'un qui se fait agresser. Si quelqu'un se fait agresser, ben le téléphone, on s'en sert pour appeler le 17, pour appeler les pompiers, pour appeler la police, évidemment. Mais pourquoi on arrive à ça? Parce que ça, c'est l'extrême, c'est vraiment l'extrême opposé du fait de regarder chez l'autre. Cette habitude de regarder ce qui se passe chez l'autre. Alors, il y a des choses qu'on se dit, c'est anodin. C'est anodin, je regarde chez mon voisin, tiens, sur son balcon, il a fait pousser des courgettes. Ils ont fait pousser des courgettes sur le balcon. On pense comme ça. Bon, c'est pas très grave, c'est assourd de regarder chez l'autre. Ça commence comme ça finit avec un téléphone, à filmer quelqu'un qui se fait agresser à Shem Shmor. Non, parce qu'on est spectateur, on est devenu spectateur de la vie des autres, peut-être parce que dans ce monde-ci, tout est superficiel, tout est extérieur. Donc, comme tout est extérieur, il n'y a pas d'intériorité. Et comme il n'y a pas d'intériorité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'intéresse à la vie des autres. Il y a une vingtaine d'années, on s'intéressait à la vie des autres en ouvrant Voici ou en ouvrant Gala. Et ben aujourd'hui, malheureusement, en regardant, en filmant, non. Ce qui se passe ailleurs, ça me regarde. Et après, je trace mon chemin. Ça s'arrête là. Si quelqu'un a fait un accident dans la rue, j'arrête ma voiture. Et si je peux aider, j'aide. Si je ne peux pas aider, ben je passe mon chemin. Mais c'est vrai, ça, d'ailleurs, parce que c'est des défauts qui, malheureusement, on a plus ou moins, on est sur la route, on est sur l'autoroute, on voit un accident. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre réflexe? Malheureusement, on va se retourner et on va regarder la voiture, comment elle est endommagée, est-ce qu'il y a un blessé? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et alors? S'il y a un blessé, on va le soigner nous? Et ça, il faut se travailler sur soi-même. Alors, si évidemment il y a eu l'accident et qu'il n'y a pas encore la police sur place et les pompiers, comme vous faites signe, effectivement, Joël, avec votre main, et bien sûr, on va appeler tout de suite la police. Bien sûr, c'est la première des choses, et les pompiers et les ambulances. Mais si les ambulances sont déjà là, ça y est, elles sont là. J'avance. Pas de curiosité malsaine. La curiosité malsaine, le voyeurisme, c'est ça l'inverse de la kedusha. Et l'absence de voyeurisme d'un juif entre les juifs, c'est ça qui nous a permis, à travers toute l'histoire, de nous protéger des malédictions de Bilham. Une dernière question. Je peux conclure par est-ce que j'ai le droit de regarder le courrier de quelqu'un d'autre? Une lettre qui arrive dans ma boîte aux lettres, par exemple, et qui est destinée à mon voisin. Ou alors une lettre qui est ouverte, mais on sait très bien à qui elle est destinée, elle nous est pas destinée. Eh bien non, on n'a pas le droit du tout de regarder. Alors on se dit, voilà, ça va, regarder le courrier de quelqu'un, c'est de la petite curiosité pas méchante. Mais non, cette idée-là de curiosité pas méchante, elle n'existe pas. Non, elle est très méchante, cette curiosité, peut-être pas volontairement. Mais il dit, le Chashukei Remed, il y a plusieurs interdits de la Torah qui sont transgressés en ouvrant et en regardant le courrier de son voisin. Je vais vous dire tous les interdits qui sont transgressés. 1.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que si nous-mêmes, on reçoit une correspondance qui nous est destinée spécifiquement, est-ce qu'on aimerait que le voisin la lise? Et c'est même vrai entre mari et femme. Ça veut dire si, à moins que le mari dise à son épouse, tu as ma permission pour regarder dans mon courrier, dans mes messages, quand tu veux, ou que la femme elle dit ça à son mari, ça c'est très bien, c'est intérieur au couple à ce moment-là. Le mari n'a pas le droit de regarder le courrier de sa femme. Et la femme, elle n'a pas le droit, c'est assourd, de regarder le courrier ou les mails de son mari. Si son mari ne lui a pas dit explicitement, il n'y a aucun problème. C'est valable, c'est vraiment Ve'afta l'ereacha kamora. Ils disent nos maîtres, comme vous le savez, que le premier prochain, l'ereacha, c'est ta femme. À l'homme, Ve'afta l'ereacha kamora, un premier, tu aimes ta femme comme toi-même. Et si toi, tu n'as pas envie que ta femme, elle aille faire, quand tu n'es pas là, le tri de tes mails pour voir comment ça se passe avec tes copains ou dans ton travail, eh ben toi, va pas faire pareil chez elle. Deuxième interdit, Gnevat Da'at. Gnevat Da'at, littéralement voler l'esprit. Laisser faire croire quelque chose à quelqu'un, capturer l'esprit de l'autre. Comme il a dit Lavan à Yaakov, tu m'as volé mon esprit, c'est-à-dire tu m'as arnaqué. Moi, je m'attendais à recevoir un troupeau magnifique, mais toi, tu avais tout prévu pour que tout se passe, pour que je me fasse arnaquer. C'est ça, cette idée-là. Lui, il ne s'attend pas du tout, il n'est pas du tout au courant que son voisin va connaître ses correspondances. Donc, c'est l'interdit de Gnevadat, Ve'afta l'ereacha kamora, Gnevadat. Également, Shoel Shelo Midaat, l'interdiction d'emprunter sans l'autorisation du propriétaire. On n'a pas le droit d'emprunter sans l'autorisation du propriétaire. Si quelqu'un a un stylo et que je n'ai pas le droit de prendre son stylo, de l'utiliser sans sa permission, sauf si je le connais et que je sais déjà qu'il sera d'accord sans problème que je prenne son stylo. À ce moment-là, j'ai le droit. À la yeshiva, on avait ce principe-là, on savait très bien dans les chambres, entre les barouchim, entre les jeunes, qui c'est qui était d'accord sans problème qu'on rentre dans sa chambre pour lui emprunter une cravate, si on n'en avait pas. Mais là, c'était permis. Mais sinon, de manière générale, on n'a pas le droit d'emprunter sans que la personne soit d'accord. Et dernier interdit, qui n'est pas le moindre, tout simplement, rachage gezel. Et il y a une crainte de vol, tout simplement de vol. En ouvrant le courrier de son voisin, on est dans un rachage gezel, on s'approche du vol. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant, parce que même dans des mails, c'est très bien, il y a des protections de données. La protection de données, donc si j'ouvre le courrier de quelqu'un, si je pirate un mail, même s'il y a un mail qui m'arrive par erreur, qui ne m'est pas destiné, c'est un problème qui se pose dans la halakha. Après, c'est du cas par cas, parce que le Chashuk Remed, il donne plusieurs nuances, mais le principe, c'est qu'on ne doit pas lire le courrier de son voisin. Le courrier qui ne nous est pas destiné, on ne doit pas le lire. S'il y a des cas particuliers, s'il y a des risques de perte d'argent pour la personne, donc on doit peut-être l'ouvrir, on pose la she'ela à un rave, on pose la question. Donc en fait, tout ça, voilà, pour conclure, tout ça pour illustrer ces petites halakhot pour terminer, que cette idée, ce verset de préserver l'intimité d'Israël, Matovu ou Alecha Yaakov, il est complètement d'actualité. C'est un travail des midot, un travail comportemental qu'on doit tous avoir. Tous, c'est humain, cette petite curiosité, ce petit côté comme ça, toute la protection du mauvais œil de Bil'am, tout ça, ça vient de cette faculté à préserver son intimité, à rester discret, à ne pas s'intéresser à ce qui se passe chez les autres, à s'occuper de soi-même. Toute la survie du Ham Israël, elle dépend de ces petites choses qui sont en réalité des grandes choses magnifiques. Kol hakavod, Rav. Je trouve que c'est très intéressant de finir Voilà pour la halakha. Merci. Donc c'est une très bonne chose, et oui, parce qu'on reste avec quelque chose de concret. Et on n'est pas uniquement dans la philosophie ou dans les belles idées, donc je vous félicite. Kol hakavod. Merci, messieurs, dames. On va, s'il y a quelques questions, on peut vous solliciter pour quelques questions. Rav Yona. Rav Yona. Oui, bien sûr.
Si vous permettez, Rav Yonah, j'ai participé à de nombreux cours, de nombreux enseignements avec vous et avec d'autres rabbinim. Mais cet enseignement de ce soir, il est pour moi vraiment quelque chose d'extraordinaire, je vais dire originalité, c'est pas le bon terme. C'est-à-dire ce que vous avez décliné, c'est le comportement. Il n'est pas question de cache-route, de préceptes, de lois. Non, vous avez évoqué avec brio, avec des exemples parlants, et même, j'ouvre une parenthèse que je referme immédiatement, vous avez même parlé de vous, alors que ça ne nous regarde pas ce que vous faites, mais vous avez parlé de vous, de votre fille, du jardin, de votre balcon. En fin de compte, moi, ce que je retiens de ça, de cet enseignement de ce soir, avec la façon dont vous nous l'avez prodigué, l'enseignement, vous m'avez déjà entendu souvent parler un de mes maîtres, le grand rabbin Gilles Bernheim, qui, lors de ses enseignements, il revenait souvent sur « soyez un bon citoyen, soyez un bon parent, soyez un bon ouvrier, soyez femme. » Et après, vous faites les mitzvot. Et ce soir, pour moi, ce que vous avez décliné ce soir, c'est, et chaque rabbinim, mais heureusement, à sa façon de nous enseigner, de nous apprendre des choses, de nous ouvrir les yeux. Mais en fait, ce que vous avez ce soir décliné, je parle pour moi, c'est plus difficile de faire ce que vous nous avez ce soir appris avec cette notion de ne pas avoir une porte face à l'autre, une fenêtre face à l'autre, et ainsi de suite, que de suivre que de suivre, entre guillemets, que de suivre des lois alimentaires, des lois. C'est plus facile à manger cachère, je dis, de faire ce que vous dites. Et vraiment, merci Rav Yonah. Merci, vraiment, c'est un des enseignements qu'on ne peut pas oublier parce que c'est notre quotidien, c'est des choses qui nous parlent, même les halachot que vous avez données, à la limite, c'était très bien. Mais avant ces halachot, vous avez tellement abordé la sniout, le comportement, en fin de compte, si j'avais un mot pour résumer tout ce que je ressens, c'est le respect de l'autre. C'est le souci de l'autre et le respect de l'autre. Merci Rav Yonah. Merci beaucoup. Je rejoins totalement ce que M. Stadj a dit, c'est tout à fait exact. C'est vrai que dans le quotidien, on a besoin de repères et d'enseignements, et c'est exactement ce que vous avez fait, parce qu'on est tous confrontés à ce genre de problème lorsqu'on reçoit par exemple du courrier. Alors on est tenté de voir par exemple le courrier de son épouse si on n'a pas l'autorisation ou autre chose, ou même tout le monde peut très bien vivre cette situation. Et la halakha, effectivement, elle est très claire et c'est très très bien qu'elle soit dite de façon à qu'on puisse effectivement sortir du doute dans ce genre de situation. Merci beaucoup Rav Yonah. C'était un moment très agréable en compagnie de toutes ces personnes qui ont assisté au cours. Et donc j'ai enregistré les personnes qui sont intéressées à revoir le cours, donc qu'elles me fassent signe et j'enverrai le lien. Et voilà, je vous remercie une nouvelle fois, messieurs, dames, Rav Yonah, pour ce cours magistral, très intéressant et surtout très vivant. Passez une bonne soirée, messieurs, dames. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Daniel, merci Rav. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci Patrick. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée, au revoir.